On est ravis de faire cet atelier dans le cadre donc, du Forum social mondial des économies transformatrices, qu'on va donc aujourd'hui parler pendant 1 heure et demie de la question des territoires ruraux et de la jeunesse en France et en Europe, et aussi la place de la culture. Donc on souhaitait que Patricia Andrieux puisse présenter le réseau rural national, mais aussi donc l'Agence nationale de la cohésion des territoires qu'elle a rejoint récemment pour activer une mission ruralité, donc elle pourra nous en reparler. Et puis elle a aussi également un rôle donc au réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, le RTS. Et puis en tant qu'élu local, elle a plein de choses à nous dire sur la question. Et puis ensuite, on reviendra un petit peu sur le projet Agiter porté par l'UFISC. C'est dans ce cadre-là aussi que le projet est porté, un projet européen. Et puis on pourra aussi donc revenir avec Yulika Jarosz sur la question donc, de la coopération européenne portée par CIPRA France. Et puis ensuite, on reviendra avec Stéphane Delvalle sur plutôt des initiatives de terrain, et puis sur un beau projet européen de déambulation dans plusieurs pays et sur les questions d'itinérance. Donc juste tout de suite, Patricia Andrieux, je te donne la parole. Oui, bonjour. Donc, comme Laure m'a présenté, effectivement, je vais intervenir plutôt avec ma casquette institutionnelle, mais je croise un peu les regards, parce que je suis élue d'une commune de 350 habitants adjointe, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis pas disponible, parce qu'on a un rendez-vous avec la préfecture pour défendre un projet de béguinage et d'hébergement multigénérationnel, porté d'ailleurs par une association de la commune. Et donc par ailleurs, j'ai été 3 ans au réseau rural national, qui est un dispositif européen, j'y reviendrai, et je viens de rejoindre l'Agence nationale de cohésion des territoires sur la mission ruralité le 1er mai dernier. Donc j'ai un regard qui croise à la fois une pratique de terrain, sachant que je viens de l'éducation populaire, du mouvement des foyers ruraux, et puis aujourd'hui un regard institutionnel. Alors, quoi vous dire pour présenter les choses sur le… Enfin, moi, je pense que pour recadrer les choses sur les questions de politique publique et territoire et la place de la culture dans les territoires, même si assez souvent on a l'impression que les politiques publiques sont plutôt en recul sur ces sujets-là. Alors, je suis peut-être pas très objective, mais je démentirais un peu ça quand même. En tout cas, je pense que du point de vue institutionnel, que ce soit du côté national, mais aussi du côté de l'Europe, il y a une prise en compte et un regain d'intérêt pour la question des territoires ruraux. Alors, plusieurs choses expliquent ça. Bon, là, c'est dans la conjoncture immédiate et récente, c'est accentué par la crise du Covid, où pour différentes raisons, on semble redécouvrir un petit peu les territoires ruraux, le fait qu'ils aient de l'espace, le fait, bon, je le fais court, mais vous voyez bien qu'il y a une sorte d'appétence très récente pour les territoires ruraux. Mais avant ça même, les enjeux d'espace, de naturalité, mais aussi de réinterrogation de la mondialisation. Enfin, il y a tout un espèce d'ensemble, une ambiance qui fait que quand même, il y a un intérêt pour les territoires ruraux, il y a une demande sociale pour ces territoires-là. On se pose des questions quand même sur la concentration métropolitaine. Ça, c'est l'ambiance générale dans les sociétés qui n'est pas franco-française, même s'il y a une place particulière des territoires ruraux et de l'espace rural en France. Mais avec un temps de retard, parce qu'il faut se rappeler que la loi NOTRe ne date que de 2011, je crois, et que c'est une loi qui consacre quand même la métropolisation. Mais malgré tout, au jour d'aujourd'hui, les politiques publiques prennent en compte le fait qu'il faut peut-être repenser un peu l'organisation du territoire. Il y a eu la crise des Gilets jaunes en France, évidemment aussi, mais qui font qu'il y a un intérêt croissant pour ces territoires qui dépasse le seul intérêt, alors j'allais dire politique de charité, c'est très excessif, ou politique sociale. Enfin, je veux dire, on n'a jamais complètement délaissé les territoires ruraux, mais pendant trentaine d'années, enfin je dirais des années 60 à quasi 2000, là aujourd'hui presque 2020,
je ne lis pas ça à des gouvernements politiques, un peu, mais c'est des tendances générales hein, que j'analyse plutôt. Il y a toujours une politique territoriale affichée, mais qui était en fait une politique d'accompagnement plutôt de l'exode rural, et donc une espèce de politique sociale où on fait quelque chose parce qu'on ne peut pas complètement abandonner, mais pas une vision réelle de la contribution des territoires ruraux au titre de la société. Euh, voilà. Et donc, moi, j'aurais tendance à penser qu'on change un peu de tonalité, et je pense que ça va s'accélérer encore avec la fin de la crise. Alors, il y a aussi les transitions écologiques et digitales qui nous poussent énormément à ça, à réinterroger cette organisation-là. Et du coup, je trouve qu'il y a une tonalité autour des politiques publiques, et je dis bien que je parle sur le plan européen, donc je pense au programme du FEADER, et nationales qui ont tendance à reconsidérer les territoires ruraux comme un élément contributif à la cohésion nationale. Et on a besoin des territoires ruraux pour assumer la transition énergétique, alimentaire. Et la transition digitale change la donne aussi par rapport à l'occupation de l'espace. Donc, dans nos sociétés occidentales, c'est moins vrai par contre dans d'autres continents, il y a une réinterrogation de la réorganisation de l'espace. Ça, c'est un petit peu le contexte général que moi je ferais. Et en témoigne l'intérêt et des mesures sur le FEADER, mais aussi, et je vais venir au réseau rural, mais aussi, par exemple, la politique d'agenda rural. Alors, il ne faut pas caricaturer mon discours, et j'entends très bien qu'on peut immédiatement me dire non, non, ça c'est de l'habillage, en fait, c'est parce qu'il y a eu la pression des Gilets jaunes. Tout ça est vrai. Et c'est bien sûr que les gouvernements bougent parce qu'ils sont acculés d'une certaine manière et parce qu'il y a une pression de la demande sociale. Je suis absolument d'accord avec ça et pas naïve par rapport à ça. Mais quand même, je pense qu'au-delà de ça, de la réponse politique publique, parce qu'il y a une pression, il y a un décryptage un peu plus important que moi, j'ai l'espoir que c'est un peu inéluctable qu'on se réintéresse au territoire. Et j'en vois aujourd'hui quand même les premiers signes dans un certain nombre de mesures. Après, ce qui biaise énormément les choses, alors vraiment là c'est en France, c'est le poids de l'agriculture dans les territoires ruraux, et en termes de politique publique, en France, encore aujourd'hui, la politique publique en faveur des territoires ruraux est complètement phagocytée, budgétairement, mais aussi en rapport de force politique, par le monde agricole. Enfin, je suis peut-être un petit peu brutale et caricaturale et pas tout à fait politiquement correcte, mais il y a 10 000 signes qui montrent que c'est la réalité. Et pour le coup, on n'est pas tout à fait à l'aube d'un changement. On est en train d'aborder la négociation, la négociation de la future campagne de fonds européens a débuté. Les régions et l'État négocient avec la Commission européenne la prochaine programmation de fonds européens, et on n'a pas de bonnes nouvelles à annoncer sur le FEADER. Contrairement à tout ce que je viens de dire, je ne peux pas vous dire, vous allez voir sur le FEADER, les fonds pour le développement rural or agricole vont exploser. Ça n'est pas vrai, ce sera plutôt l'inverse. Par contre, sur le FEDER, dans la prochaine programmation, il y a des discussions en cours avec les régions sur un 5e objectif, qui est un objectif de territorialisation, qui a d'ailleurs été réaccentué suite à la crise, et suite au plan de relance et suite à la crise, et qui pourrait donner de plus grandes marges de manœuvre de l'intervention du FEDER sur les territoires ruraux. Donc, ce que je vous décris là, c'est peut-être pas très clair, mais parce que c'est aussi un paysage contrasté, pardon. C'est pas blanc ou noir. Voilà. Alors, c'était une petite mise en bouche institutionnelle, mais qui permet de décrypter les choses. Pour revenir au rôle du réseau rural national et de la NCT et à la place de la culture. Alors, dans toutes ces questions, sur la question de la culture, moi, ce que j'aimerais dire, qui est tout à fait subjectif et qui n'est que ma vision, c'est que c'est à la fois, on le défend comme étant quelque chose d'important, on n'y accorde pas les moyens nécessaires. C'est un enjeu clé parce que derrière la notion de territoire rural, il y a un enjeu d'identité, de reconnaissance très très important. Et donc, qui dit enjeu d'identité, le rôle de la culture est forcément important, mais souvent mis en avant au-delà des moyens. Enfin, je veux dire, on justifie les actions culturelles sur les territoires par deux choses. Un, parce que ça renvoie à l'identité, à l'image d'un territoire, à son attractivité. Et puis deux, parce que c'est aussi un moyen économique. Enfin, on connaît le fameux rapport, la culture, c'est plus d'emplois, 7 fois plus d'emplois que le secteur automobile. Vous connaissez ça bien mieux que moi. Donc, c'est toujours comme ça qu'on pose le débat de la place de la culture sur les territoires, ce qui n'est pas faux et ce qui correspond à une réalité. Mais du coup, je trouve que ça biaise un petit peu les choses parce que c'est une vision un petit peu utilitariste de la culture,
plus que finalement émancipatrice des individus, qui pour moi est la raison d'être première. Enfin, je trouve que le rôle de la culture dans une société, que ce soit la culture pratique artistique, pratique vivante, mais aussi vision patrimoniale, c'est que c'est le ressort même de l'émancipation. C'est ce qui permet les deux pieds d'un individu, à la fois son ancrage sur un territoire, son enracinement, pour reprendre la philosophe Simone Veil, et à la fois ce qui lui permet de s'émanciper. Et en fait, on l'utilise rarement comme ça. Enfin, voilà. Et je trouve que c'est important de repositionner ça dans cette perspective. Quel rôle la culture joue sur les territoires ruraux particulièrement par rapport à l'émancipation de l'individu, c'est-à-dire qu'à la fois il se sente bien sur son territoire et pas un peu délaissé parce que sur un territoire oublié de la mondialisation, hein, mais qui se sentent aussi en capacité d'ouverture. Parce que derrière l'idée mon territoire est le meilleur, regardez tout ce que je fais, enfin la valorisation très forte de l'idée d'un territoire, jamais très loin, il y a les questions de concurrence entre territoires, puis aussi parfois d'identité un peu enfermante quand même. Enfin, à l'heure où on est dans une société mondialisée, on voit bien que ça pousse à des retranchements de mon territoire et d'enfermement avec des relents pas très bons, enfin des relents assez protectionnistes. Voilà. Donc je trouve que c'est très important, moi, de reposer la question de la place de la culture sur les territoires ruraux dans cette double perspective. Comment ça permet de redonner de la fierté aux habitants, c'est important, et des notions d'enracinement, d'où on vient, mais aussi où je vais et comment je m'ouvre. Alors, à ce sujet, le réseau rural avec le ministère de la Culture est en train de réfléchir, c'est cet après-midi, non, pardon, demain matin, où on a une réunion pour lancer un travail, une étude sur culture et ruralité avec ce double questionnement-là, enfin, en essayant de cerner mieux les ressorts du rôle de la culture sur ce que je viens de dire là. Donc, je vais enfin peut-être, après tous ces aspects qui éclairent le débat, répondre à vos questions. Donc, le réseau rural, aujourd'hui, c'est un programme qui va avec le FEADER. Moi, je dis que souvent, c'est le programme de marketing du FEADER. Le FEADER, c'est le Fonds européen agricole du développement rural. Donc, le boulot du réseau rural, c'est à la fois de faire connaître à tous ceux qui ont droit comment ce fonds est utilisé, de faire en sorte que les acteurs ne réinventent pas l'eau chaude chacun dans leur coin, mais qu'ils puissent échanger entre eux, partager leurs expériences, et puis de pousser un peu l'innovation, de détecter un petit peu les questions d'avenir pour les territoires ruraux et qu'est-ce qu'il faut booster, mettre en avant. C'est pour ça que le réseau rural organise des webinaires depuis le confinement une fois tous les 15 jours. C'est pour ça que le réseau rural, c'est quand même avant tout un outil de com et de mise en réseau des acteurs pour que les uns et les autres se connaissent et de valorisation de qu'est-ce qui se passe en milieu rural et en quoi le FEADER contribue à financer le milieu rural et agricole. Hein. Le boulot du réseau rural, c'est de valoriser autant les questions de ruralité, mais aussi des questions d'agriculture. Un des boulots ruraux, de mon point de vue, mais c'est très personnel, ce serait justement de renforcer le lien et la capacité de dialogue entre les mondes agricoles et les mondes ruraux. C'est sûrement pas ce qu'il a fait de mieux pour beaucoup de raisons, mais voilà. Mais en tout cas, c'est un vrai enjeu. Enfin, moi, je trouve que quand on a un programme dans une administration portée par l'Europe, qui a une sorte d'ovni, c'est-à-dire que, je veux dire, on n'est pas là pour faire de la réglementation, ou on est vraiment là pour observer qu'est-ce qui se passe et être un petit peu des détecteurs d'innovation et faire en sorte que les acteurs puissent échanger entre eux, mais qu'on soit aussi en capacité de repérer les tendances de demain, parce que normalement, un des boulots du réseau rural, c'est de favoriser des expérimentations. C'est ce qu'on fait, par exemple, avec le fisc, mais l'adresse aussi, et aussi participe sur un programme agitaire d'installation, sur la question de l'installation des jeunes en milieu rural. L'idée, c'est de donner quelques moyens pour expérimenter, pour en tirer des conclusions, ou des conclusions peut-être pas, mais des enseignements pour les politiques publiques de demain et pour l'utilisation du futur FEADER de demain. Alors, autant je pense que le volet communication, le volet expérimentation est intéressant, autant ce que vous allez mettre en avant et qui sera sans doute intéressant demain. L'idée, ça serait que ça puisse rentrer dans le FEADER et devenir des voies de financement pas expérimentales mais plus générales. Là, je peux vous dire d'emblée qu'on n'y est pas, quoi. Mais il y a quand même, le fait que la Commission européenne oblige les États membres qui ont ces fonds-là à mettre leurs acteurs en réseau et à faire ce travail un peu de valorisation, mais aussi d'échange des acteurs et de repérage des innovations, que la Commission européenne mette dans son programme le fait que l'ESS est un vecteur important, c'est quand même des signes très importants. Et en tout cas, je peux vous dire que pour la France, c'est pas, ça nous booste, enfin ça nous oblige quelque part sur des choses que peut-être l'État français, enfin le ministère de l'Agriculture, puisque c'est
en partie lui qui pilote ce programme, n'aurait pas fait si naturellement que ça. L'autre chose intéressante du réseau rural en France, c'est que c'est porté par le ministère de l'Agriculture, mais en copilotage avec Régions de France et l'Agence nationale de cohésion des territoires. Donc, ça oblige à amener un peu de transversalité. Sans doute pas assez, parce que c'est quand même beaucoup le ministère de l'Agriculture qui pilote, mais ça oblige à. Et c'est quand même là aussi intéressant, il n'y a pas tant de dispositifs que ça qui obligent au croisement interministériel. Et puis, autre chose aussi qui est vraiment très importante dans l'intérêt de ce réseau rural, c'est que c'est un réseau national, mais qui s'insère dans un réseau européen. Je vous ai dit qu'il y a des réseaux parallèles, enfin des réseaux comme le réseau rural français dans tous les pays d'Europe. On a des échanges réguliers, des rencontres régulières, et je trouve que ça c'est fondamental parce que le FEADER, c'est pas, oui, c'est un fonds qui vient de l'Europe, mais c'est mis en place parce qu'on doit construire un espace européen, une vision européenne des choses et que on se pose tous un peu les mêmes questions et qu'on doit sortir de notre champ d'analyse franco-français. Et le réseau rural pousse à ça et oblige à ce que même quand on fait une expérimentation sur le territoire national, elle soit partagée avec d'autres Européens, qu'on s'inspire d'autres expérimentations européennes, ce que vous faites très bien avec CIPRA et dans le projet Agitaire, enfin, puisqu'il y a de fait une dimension un peu hors des frontières, hors des murs français, mais c'est parfois plus difficile dans certains projets, mais c'est une dimension à laquelle on tient beaucoup. Et c'est pour ça que moi, je trouve intéressant ce genre d'atelier international européen, parce qu'il faut bien avoir en tête que ce n'est pas que des problématiques nationales. Alors, pour terminer, parce que je m'excuse, mais le temps passe, quelques mots sur l'Agence nationale de cohésion des territoires, donc, qui est née le 1er janvier, mais pas née de rien, qui résulte du CGET, puis avant de la DATAR, qui a réuni aussi la politique de la ville et les PARICA, et l'agence numérique. En fait, le gouvernement a voulu réunir dans une même agence et dans une agence et pas un commissariat, ce qui dit des choses, toutes les capacités de service au territoire. En fait, l'agence, c'est le bras armé du ministère de la cohésion des territoires. Si ça s'appelle agence, ça veut dire que normalement, et c'est bien l'objectif, et pour être depuis peu dans la maison, c'est en tout cas ce que je ressens, c'est bien d'intégrer une posture de être au service d'eux. Un ministère, il est là pour définir une politique réglementée, donc un petit peu être en production de règlements et plutôt descendante. Une agence, la posture que l'agence doit acquérir, alors tout ça est work in progress, hein, parce qu'elle est du 1er janvier, et il y a quand même une culture qui ne vient pas de nulle part, comme je vous ai dit, donc tout ça n'est pas gagné d'avance. Mais n'empêche que l'enjeu et la volonté d'avoir fait une agence, c'est bien de changer la posture et de se mettre au service des territoires. Et en fait, l'agence a deux grandes missions. C'est de faire en sorte que dans toutes les politiques nationales de tous les ministères, la dimension territoriale, que ce soit côté politique de la ville, mais ça c'est déjà ancien, ça soit pris en compte, mais ce qui est plus nouveau, et c'est la mission ruralité qu'on est en train de constituer à 2 personnes, même s'il y avait déjà une personne, Juliette Bizarre, que je remplace, qui était sur la ruralité, mais là il y a une mission consacrée, et notre boulot c'est bien de faire en sorte que dans toutes les politiques des ministères, quand ça le justifie, on prenne en compte et on adapte aux enjeux des territoires ruraux. Une grande partie de mon boulot concret aujourd'hui, c'est d'être en contact avec, là cet après-midi, on rencontre le ministère du Travail, hier j'étais avec l'Éducation nationale, avant-hier, le vendredi avec le ministère de la Santé, et hier aussi avec le ministère de la Vie associative. Donc, c'est parce qu'on est en discussion sur toutes les différentes politiques mises en place, là, sur le dispositif vacances apprenantes par exemple, pour faire en sorte qu'on mette en place des dispositifs sur mesure ou plus adaptés pour les territoires quand ça le nécessite. On ne sort pas du cadre républicain. Quand une politique n'a pas de raison d'être adaptée au territoire, c'est le droit quand même. Mais l'idée, c'est quand même ça. C'est que à chaque fois, on se pose cette question de l'adaptation territoriale. Et le deuxième enjeu de l'Agence nationale de cohésion des territoires, c'est vraiment par une grande direction d'appui au territoire, c'est d'être en capacité de fournir de l'ingénierie sur les territoires. Donc, c'est vraiment ça les deux missions. Et culturellement, ce que je veux dire pour terminer, c'est qu'on a bien une approche, l'idée, c'est bien d'avoir une approche qui prend en compte aussi les angles morts et ce qui fait toute la complexité d'un territoire. Et dans cette perspective, évidemment, la question de la culture n'est pas oubliée, mais c'est un enjeu aussi pour nous de la faire vivre et de prendre en compte cette dimension-là. Et il y a eu le Parlement rural français et une mission, enfin suite un petit peu à la crise des Gilets jaunes, vous avez peut-être entendu parler, en France, on a mis en place un agenda rural. C'est un ensemble de 180 mesures pour justement mieux prendre en compte les questions de ruralité. Il y a des mesures qui ont travaillé étroitement avec le ministère de la Culture,
On défend l'idée que dans une future génération de contrats de ruralité, il y a un volet culture. C'est une demande du ministère de la Culture, mais c'est quelque chose que nous, on défend aussi. Et il y a des mesures spécifiques au milieu rural, comme l'installation des microfolies, comme les dispositifs culturels itinérants. Alors, ce n'est pas nous qui les inventons de toutes pièces. Nous, on n'est que des assembleurs, des interfaces, des relais aussi du ministère de la Culture et des acteurs. En fait, nous, on organise le dialogue entre le ministère de la Culture et des acteurs pour faire en sorte que la ruralité soit prise en compte. Et la culture en ce qui vous concerne dans la ruralité. C'est ça un petit peu notre objet et c'est ça que je voulais vous évoquer avec vous, ces différents éléments. J'étais un petit peu plus longue que prévu et je sais que c'est très frustrant parce que je suis pas sûre d'avoir été très claire et puis peut-être il y aurait plein de questions, mais je ne vais pas rester encore très longtemps avec vous. Mais comme je l'ai dit au début, vous pouvez me faire parvenir d'autres questions ou redonner mon contact sans souci. Merci Merci à vous. Patricia. Non, non, bah, c'était très clair et oui, on va peut-être continuer un petit peu la discussion sur ce que tu nous as apporté et puis si on a des questions, on t'en fera part. Oui, si je peux me permettre, Patricia, tu nous as parlé d'un lancement d'une enquête sur culture et ruralité. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les objectifs et sur ce qui est visé? Ça nous permettra aussi peut-être de mettre en perspective l'enquête que nous faisons nous-mêmes sur Agiter, mais qui concerne pour le coup plus les jeunes et justement les pratiques sur la participation de la jeunesse dans les territoires ruraux. Oui, alors je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce qu'on a la première réunion de lancement demain matin. L'angle d'attaque qu'on veut avoir, enfin que j'ai défendu, mais oui, qu'on aura, c'est celui que j'ai essayé d'écrire. Alors je ne sais pas, ça prendra la forme d'une enquête. Les formes restent à déterminer parce que justement, on ne veut pas refaire une énième étude et de toute façon, le premier travail, ça sera un inventaire de ce qui existe, qui a été fait par les institutions, donc ministère de la Culture, mais peut-être ANCT, mais aussi par les acteurs concernés. Donc à un moment donné, on viendra vers le fisc parce que ce qui est sûr, c'est qu'on va commencer par ça. Et ensuite, notre angle d'attaque, c'est celui que j'ai un petit peu décrit, c'est essayer de bien cerner le rôle de la culture dans la notion d'attractivité des territoires et dans comment ça crée des écosystèmes émancipatoires, des écosystèmes locaux émancipatoires pour les individus, tant dans leur ressort ancrage, fierté, je suis contente de mon territoire parce qu'il est connu, parce qu'il a telle dimension patrimoniale, que dans le vecteur ouverture culturelle, mobilité, émancipation. Mais je ne peux pas t'en dire beaucoup plus que ça, non pas que je veuille pas, mais pour le moment, on a écrit une note et qui est complètement en discussion, quoi. Mais c'est ça l'angle d'attaque. Voilà. Je m'excuse, mais je vous laisse. Merci beaucoup Patricia et à très bientôt. Merci. Merci Patricia. Bonne journée. Merci vous aussi. Oui, est-ce que du coup certaines personnes souhaiteraient réagir peut-être aux propos de Patricia Andriot qui du coup nous a un petit peu dépeint voilà, comment ça fonctionnait, les différentes missions et un peu dépeindre voilà, les paysages français et européens. Oui, juste pour compléter ce qu'elle expliquait, c'est que sur les FEDER, là, les fonds européens, malheureusement, en fait, c'est souvent les gens ont peur de monter ces dossiers-là parce qu'ils les trouvent compliqués et ainsi de suite. J'en ai monté 4, donc je commence à bien les connaître. C'est pas si compliqué que ça à monter. On en avait échangé justement avec Patricia à Avignon en disant que ce qui manquait, c'était un peu d'aide à l'ingénierie. Donc il faut pas, je pense, hésiter aussi des fois. Si vous voyez des structures qui l'ont fait, à les appeler pour discuter un peu avec elles, parce que, enfin moi le premier, on peut donner des coups de main. En fait, le vrai gros problème, c'est la trésorerie. C'est-à-dire que souvent, vous avez monté un projet en début d'action, parce que c'est sur 5 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Et en fait, nous, par exemple, pour vous donner une idée, on a monté des actions les Jardins du Fleuve. C'était en 2016, 2015. On a touché l'argent fin 2019. Donc voilà, c'est des gros problèmes de trésorerie, puisqu'en général, les banques, en plus, maintenant, ne suivent plus les associations sur des subventions. Elle dit ah non, non, on ne peut pas faire de DAI et tout. Donc voilà, souvent, le problème, il est là. C'est plus de trouver la trésorerie qui va vous permettre de monter le projet. Et ça vaut le coup d'aller chercher l'argent sur ces réseaux-là parce que c'est des taux de subvention qui peuvent monter à 80%, ce qui est quand même assez rare. Nous, par exemple, on a pu monter des projets où on a demandé à des communes rurales de nous donner 500 euros. Donc, c'est rien en fait, mais derrière, la culbute, elle fait que quand on a 10 communes qui font ça, on a 5 000 euros et quand 5 000 euros, c'est que 20%, ça fait tout de suite un plus gros budget. Et voilà. Et en plus, souvent, c'est moi, alors j'appelle, je sais que le mot, souvent on n'aime pas, mais moi, j'appelle ça presque des niches en fait, parce qu'il y a très très peu de gens, encore une fois, qui vont les chercher. Nous, on a carrément travaillé sur des projets de coopération
C'est-à-dire qu'en fait, on a commencé un leader sur un territoire, et comme on le faisait sur un territoire, on le faisait sur un autre, et on pouvait avoir cette ligne-là parce qu'il fallait la faire sur 2 territoires en même temps. Mais une fois que vous en avez fait 2, vous montez le 3e, il se greffe dessus sur les 2 autres. Donc, c'est super intéressant. Alors, je ne sais pas dans les nouveaux programmes comment ça va être dispatché. Je sais que Patricia, c'était une des questions qu'on avait soulevées, de se dire il faudrait peut-être qu'un jour, on ait un peu comme on peut avoir effectivement dans les agences, des endroits où on peut demander un coup de main pour l'ingénierie des dossiers. Et à un moment donné, il faut que nous, on se batte pour qu'il y ait une structure pour que la France accompagne ou les pays dans lesquels on est avec des fonds en disant nous, on prend le relais, on vous prête l'argent en attendant que l'Europe vous les verse. Voilà, un espèce de fonds de garantie. On peut trouver des. Voilà, il y a des choses comme ça à faire et c'est dommage de ne pas se servir de ces fonds-là. Voilà. Nous, c'est des choses qu'on a depuis l'année dernière, depuis le début du projet Agitaire. C'est vraiment des choses qu'on fait remonter, qu'on a bien noté et qu'on voit avec plein de porteurs de projets cette complexité, et en même temps que c'est une opportunité, et puis j'ai l'impression que c'est aussi des montées en compétences. Une fois qu'on en a fait un, on peut en faire un autre, et puis après, c'est toujours ces complexités. Oui, moi j'avais juste une question technique. Vers qui on se tourne en premier lieu pour aller essayer de postuler à un de ces projets, parce qu'il y a un réseau rural que j'identifie bien, et on parle aussi des GAL, les groupements d'acteurs locaux, qui sont aussi des portes d'entrée. Il y a plusieurs portes d'entrée. Puis ça dépend aussi des financements, mais c'est vrai que sur le FEADER, le FEDER, il y a aussi, moi je sais qu'il y a aussi au niveau des départements, il y a des missions qui peuvent accompagner et puis connaissent du coup le territoire, et qui sont aussi là pour accompagner. Et puis parfois il y a des départements qui mettent en face, quand on a la chance du droit commun, du coup qui permet un cofinancement. Donc ça c'est aussi pratique pour répondre à ces questions de trésorerie. Et puis après, toi Stéphane qui a plus l'expérience par exemple sur Leader, peut-être que tu as aussi une réponse à donner sur la porte d'entrée. Ouais, alors nous, ça a été en général, en fait, on a identifié des GAL pour voir sur quel territoire ils travaillaient. Et après, on a été voir. Alors, nous, c'est un peu particulier parce que le projet s'appelait les Jardins du Fleuve. Donc, l'idée, c'était de partir des sources de la Loire jusqu'à l'Estuaire. Donc, en fait, on a identifié tous les GAL qu'il y avait le long du territoire où on voulait passer. On a regardé les communes qui correspondaient. Et des fois, c'est en discutant avec une commune qui nous a dit, bah ouais, nous, ça nous intéresse. On va vous mettre en lien avec la personne, le référent au niveau du GAL parce qu'on le connaît. Ou des fois, ça a été l'inverse. On a pris rendez-vous avec le GAL et c'est quand même souvent comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'on tombe sur des techniciens qui, eux, se disent, ouais, c'est super. Comme ils connaissent leur territoire, c'est pas mal parce qu'ils peuvent vous dire allez plutôt voir l'élu de telle commune parce que lui, il attend que ça depuis un moment de monter quelque chose. Et du coup, ça permet d'avoir le GAL et un ou deux élus qui sont motivés et qui vont motiver des fois les autres élus. Juste pour l'anecdote, nous, sur une des tournées, on avait 6 communes sur le GAL. Il y en a une qui voulait pas se joindre au truc parce qu'elle nous a dit non, non, on veut pas, ça marchera pas, et ainsi de suite. Et puis on veut pas donner d'argent parce qu'on n'a pas d'argent pour ça. Et on avait fait une demande parallèle à la région pour prendre en charge les 20%. La région a accepté et la commune est revenue nous voir après en disant bah, en fait, on trouve dommage que vous passiez pas par chez nous, on aimerait bien que vous veniez. Donc, et bien évidemment, on a travaillé avec eux aussi. Et, voilà. Donc, des fois, il ne faut pas hésiter à s'appuyer un peu sur les élus un peu plus motivés que les autres pour faire avancer les projets. Mais ouais, la première porte d'entrée, c'est directement légal, en fait, je pense, quand même. Tu voulais peut-être poursuivre, mais peut-être juste une réflexion par rapport à ce que nous a dit Patricia. Alors plutôt en effet sur sa vision un peu globale de la question des territoires et de leur prise en compte aujourd'hui dans les politiques publiques, avec notamment toute cette notion dont elle parle autour de l'identité des territoires, mais aussi des ressources des personnes et de la manière dont elles vont pouvoir générer des initiatives, dont elles vont pouvoir participer à l'organisation de leur territoire. Et forcément, ça me fait penser au webinaire que nous avons eu hier sur la question des droits culturels et des droits humains, déjà dans le cadre de ce Forum social mondial des économies transformatrices, et qui montrait bien que cette question aujourd'hui des droits fondamentaux, du respect des droits fondamentaux, et notamment le travail
autour des droits culturels, c'est justement ça, c'est justement cette reconnaissance de la capacité des personnes et avoir des politiques publiques qui développent la mise en capacité des personnes, qui développent leur capacité justement à venir contribuer à des ressources culturelles. Alors avec une vision évidemment, on pourrait dire sectorielle, artistique, mais aussi dans son sens plus anthropologique, et de voir comment justement on favorise la participation des personnes à la vie culturelle du territoire et donc à l'organisation du mode de vie. Et hier, ça nous amenait aussi à réfléchir justement à la question de l'économie des territoires à partir d'une réflexion de l'économie comme une organisation culturelle qui vient du mode local, qui vient du mode d'organisation des personnes, des relations sociales entre les personnes et de toute la manière dont elles apportent du sens justement au développement de leur territoire. Et voilà, je trouvais qu'en effet, on était beaucoup dans cette vision-là, enfin, qu'elle apportait cette vision-là également et qu'il y aurait peut-être en effet à renforcer nos recommandations, on va dire, en termes de politique publique, adossées à un renforcement des droits culturels des personnes dans la ruralité, et puis également à la capacité d'initiative ou à la capacité de monter de l'économie plus solidaire sur les territoires. Et bon, ça va rebondir forcément avec aussi le projet Agiter et peut-être ce que tu vas présenter maintenant, Laure. Oui, parce que du coup, c'est vrai qu'on est un peu rentré dans le vif du sujet avec Patricia Andriot qui ne pouvait que être avec nous au départ et du coup, on voulait aussi en effet vous présenter ce projet Agiter et qui fait sens avec ce que vient de dire justement Patricia, et c'est aussi la raison pour laquelle on s'inscrit aujourd'hui dans le Forum social des économies transformatrices. C'est aussi d'aborder ces notions-là de jeunesse, de territoire, de droits culturels, de droits humains, de donner la capacité aux personnes de changer les choses et de travailler sur les territoires. Et je trouvais ça assez juste sur ce que disait Patricia Andriot sur la notion d'être ancré sur un territoire. Et puis aussi, ça fait sens aujourd'hui avec ce qui se passe, que c'est vrai que les territoires, et notamment les territoires ruraux, c'est vrai, ont été aussi quand même pas mal au devant de la scène sur aussi une possibilité, un espace des possibles. Et c'est vrai que pour remettre en perspective ce projet Agiter, donc nous à l'UFISC, donc l'Union fédérale de l'intervention des structures culturelles, donc il y a un réseau de 16 membres donc sur toute discipline artistique et culturelle confondue, cette notion de droit culturel, de droits humains, de donner la capacité à la reconnaissance de la culture au sens large, elle est très présente. Et ça fait un moment en tout cas que beaucoup de structures et de réseaux travaillent cette question de la ruralité. Et on a trouvé ça pertinent de travailler aussi la question de la jeunesse et des jeunes adultes, donc qu'on a entendu comme les 18-35 ans, pour essayer de travailler aussi cette notion de transformation de territoire. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'initiatives qui existaient et qui avaient besoin de valoriser les initiatives et aussi de permettre de faire entendre en fait ce que les structures et les réseaux avaient pu constater et d'en faire part en effet aux politiques publiques. Et c'est vrai que le réseau rural national nous donne cette chance-là. Donc on a avec nous Yulika de CIPRA France, donc qui est un des partenaires d'Agiter. Et donc pendant 3 ans, on travaille cette notion avec une première année donc, qui s'est écoulée. On est dans la deuxième année. La première année, on a du coup commencé un petit peu à aborder cette notion avec les structures, donc par des ateliers, des rencontres. Et on a commencé à réfléchir donc, à une enquête que mentionnait Patricia de l'UFISC pour justement en ce moment venir voir ce qu'il en était au niveau des structures sur quelles étaient les initiatives, quels étaient les types d'accompagnement des jeunes adultes. Et on y reviendra avec Stéphane Delvalle qui nous présentera cette dimension aussi avec Tribalt.
Et donc, voilà, aujourd'hui, on était intéressé aussi d'apporter au Forum social mondial des économies transformatrices cette notion de culture, de territoire, de jeunes adultes au sein de la notion de transformation parce qu'elle elle est nécessaire et importante. Et puis voilà, vous dire que le projet Agiter, en tout cas, il perdure, il continue et qu'on a monté donc plusieurs ateliers sur la notion d'accompagnement et qu'on se rend compte qu'il faut justement, comme ce qui était mentionné, apporter de l'ingénierie, venir aussi renforcer les capacités des associations à monter de tels projets européens. Donc voilà, la notion est, comme le mentionnait aussi Patricia Andriot, de faire du lien en fait avec les autres territoires et aussi en Europe, et d'où l'importance des projets européens, de ne pas aussi rester que sur son territoire, mais pouvoir échanger avec d'autres territoires qui ont en fait les mêmes problématiques. Et c'est aussi ce dont on s'est rendu compte avec le projet Agiter, c'est qu'on a pu échanger commencer à échanger avec d'autres projets dans d'autres pays européens et que la dimension de la jeunesse, de la ruralité et les questions de transformation de territoire, d'environnement, étaient tout aussi d'actualité pour d'autres pays. Donc le lien avec d'autres territoires européens est très important. Et du coup, je vais laisser justement la parole à Yulika pour nous présenter justement ce que fait CIPRA France, puisque là, on est complètement dans la notion de coopération européenne sur un territoire spécifique et que tu vas pouvoir nous présenter ça. Et puis aussi, il y a une chouette actualité de Semaine Alpine dont tu vas nous parler aussi. C'est Yulika Jarosch de CIPRA France. CIPRA, c'est la Commission internationale de la protection des Alpes. Attendez, je démarre le diapo. Voilà. Et on travaille dans tout le lac alpin. Ça veut dire quoi, le lac alpin? C'est ça, le lac alpin. Donc, on commence à Monaco jusqu'à la France, vers la Suisse, Liechtenstein, Allemagne, Autriche, Italie, jusqu'en Slovénie. Et on travaille surtout sur la Convention alpine. La Convention alpine, c'est une convention européenne qui était créée en 1992 et qui essaie de renforcer le développement rural des Alpes. Toujours dans l'esprit de protection. Donc, par exemple, il y a des protocoles où on souhaite d'ailleurs de construire de nouvelles stations de ski, de liaisons de ski, par exemple. C'est des choses très concrètes d'un côté. Et de l'autre côté, il y a des aspects aussi plus vagues et plus larges, par exemple, avec une déclaration de population et de culture. Ça, c'est une convention qui était signée par les pays européens que je notais. Également la Suisse, Liechtenstein et Monaco qui ne font pas partie de l'Europe dans la conception Europe. Et la CIPRA, on est une association et dans chaque pays alpin, on a une délégation. Et moi, je travaille dans la délégation française. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, on travaille en côté avec l'UFISC sur le projet Agiter, donc sur l'installation des jeunes adultes dans les territoires ruraux. L'autre côté, on travaille sur tous les sujets de développement durable que vous pouvez imaginer. Ça peut être la nature, la biodiversité, ça peut être le paysage, ça peut être la forêt, les rivières, la question de l'eau. Ça touche au tourisme, ça touche au changement climatique, aux énergies, alimentation, agriculture, voilà. Et la jeunesse. Voilà. Tous les sujets que vous pouvez imaginer. Et bien sûr, chaque année, on ne touche pas tous les sujets. Ça dépend vraiment des financements qu'on a. Cette année, par exemple, on travaille beaucoup sur la question de pastoralisme et la gestion des touristes par rapport au pastoralisme, les influences et les résultats dans les territoires, par des prédateurs, par exemple. Un autre sujet, c'est sur l'énergie, la question de l'énergie solaire sur les bâtiments en montagne, parce que c'est une grande question. Il y a un projet qui va se finir cette année. On a différents projets
également avec les communes. On anime également un réseau des communes qui s'appelle Alliance dans les Alpes, qui existe aussi dans tout le lac alpin. C'est le même territoire comme pour la CIPRA. Sauf que dans ce réseau-là, il n'y a que des membres, c'est que des communes et des communautés communes. Chez CIPRA, nous, on n'a pas des membres communes, on n'a que des membres des autres associations. Donc, surtout des associations de montagne, de clubs de sport, de clubs d'escalade. Il y a aussi des parcs nationaux qui font partie de notre réseau. Il y a ADRE qui travaille plutôt sur le service à la population en territoire ruraux de montagne, etc. Qu'est-ce qu'on a fait dans le projet avec Alliance dans les Alpes en France? On a travaillé, par exemple, sur la planification sociale dans les communes alpines. C'était un projet européen qui s'appelle les PLOEPS de 2017 à 2019 et c'était une sorte d'évaluation par la commune, avec la commune, sur leur avancement sur différents champs thématiques. Donc, en champ, c'était culture et loisirs. Il y a d'autres champs comme le transport, comme le tourisme. Donc, en gros, qu'est-ce que la commune fait aujourd'hui pour accueillir au mieux les nouveaux habitants? Donc, c'était des nouveaux arrivants au sens large. Dans le niveau des Alpes, c'était plutôt la question sur l'arrivée des réfugiés. Cette question en France était beaucoup moins traitée. C'est pour ça qu'on a élargi ça en France et on a dit non, c'est tous les arrivants. Ça peut être un réfugié, mais ça peut être aussi des habitants classiques. On a défini un peu, c'était un peu compliqué parce que le nouveau arrivant, on a traduit ça comme ça en français. En allemand, c'était beaucoup plus strict et c'était les migrants. Et les migrants, comme on ne pourrait pas vraiment utiliser parce que nous, on constate quand même, moi par exemple, je viens d'Allemagne, je me suis installée en France, donc même moi, je suis un migrant. Sauf que le mot en français ne fonctionne pas, donc on a changé un peu ça et on a dit c'est le nouveau arrivant. Et la commune peut s'évaluer soi-même et pour développer un plan d'action en AR, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse et dans quel champ thématique il faut travailler mieux pour toucher plus de monde, pour accueillir au mieux possible dans nos possibilités. Et donc, le projet était fini en 2019 et nous, avec CIPRA, on continue l'accompagnement de deux communes sur cette thématique parmi Agitaire. Qu'est-ce qu'on fait d'autre en lien avec la population et culture? Donc, j'ai essayé de faire un peu le lien avec quand même le fisc, qui n'est pas forcément la thématique classique de CIPRA, parce qu'on était vraiment à la base une association protection de nature. Et aujourd'hui, en tout cas en France, la délégation française élargit un peu leur stratégie depuis 4 ans, et on travaille plus dans le sens développement durable au lieu de protection. Donc, on a intégré également des aspects sociaux, culture, économiques également. Donc, qu'est-ce qu'on fait globalement? Donc, il y a par exemple un événement chaque année organisé par la Convention alpine. Donc, il y a un secrétariat qui gère ça. Et nous, on essaie de renforcer cette action en France. Ça s'appelle Liens les montagnes. C'est le 11 décembre 2020. C'est toujours le 11 décembre. Où il y a des différentes structures, des bibliothèques, des communes, des associations, lire les montagnes. Donc, ça veut dire lire des poèmes, des articles, organiser des échanges, de lire les livres, etc., autour de thématiques de montagne. Donc, vous êtes bienvenus de participer, organiser quelque chose, et ça va être communiqué et valorisé dans tout le lac alpin. Après, on a un autre événement un peu dans l'esprit, on fait tous ensemble dans les Alpes quelque chose le même jour. C'est le feu dans les Alpes, donc Fire Across the Alps. Donc, il y a le 8 août où il y a chaque année un feu en montagne qui traverse tous les Alpes en fait. Qui a des différentes actions. Ça peut être n'importe quelle association, quelle commune qui souhaite organiser quelque chose. Et le même soir, il y a des feux partout dans les Alpes.
qui montre en fait qu'on travaille ici, on est là, on vit ici, et c'est nos montagnes, et on est en réseau dans les montagnes. Qu'est-ce qu'on fait plus concrètement à CIPRA? On a un projet cette année et l'année prochaine. C'est un projet Erasmus+, dans tout le lac alpin également. Ça s'appelle Resource. Et c'est pour les jeunes et jeunes adultes jusqu'à 30 ans, où on réunit donc, dans chaque pays un petit groupe de 5-6 personnes qui travaillent sur un sujet. Donc, sujet, c'est ressources, ça peut être n'importe quel sujet, ça peut être changement climatique, ça peut être tourisme. C'est aux jeunes un peu de décider sur quoi ils souhaitent travailler. On est en train de monter notre groupe français qui va travailler probablement sur la question de transport, le tourisme durable dans les Alpes, avec le but de développer en long terme au niveau international un Interrail ticket, un billet de train traversant des Alpes que pour les Alpes. En fait. Que tu payes une fois 25 € et tu peux traverser les Alpes pendant 2 mois. Ça, c'est l'idée de Conseil des jeunes CIPRA international, mais ça patine parce que c'est quand même compliqué de monter un projet pareil. Et nous, on a décidé, on peut le soutenir avec notre groupe français, d'essayer déjà de voir les potentiels et des possibilités de créer déjà une Alpine Ticket français. C'est déjà quelque chose de convaincre SNCF de financer un billet pour 25 € pour 2 mois pour les jeunes. Voilà, c'est le début, c'est l'idée, et de soutenir des jeunes engagés et motivés de travailler autour de cette thématique, et on verra qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. Donc, si vous êtes jeune, si vous avez envie de participer, vous êtes bienvenus. Après, il y a une éco-traversée en Baie d'Aude, c'est un massif dans les Alpes du Nord qui a lieu en ce moment. C'est une petite randonnée organisée par une association membre de la FFK chez nous, qui traverse les montagnes pendant une semaine, qui discute tous les soirs un autre sujet sur le changement climatique, la biodiversité, le loup, le tourisme, etc. Et ensuite, on a la Agitour, c'est un voyage éducatif pour les jeunes jusqu'à 22 ans, entre 18 et 22 ans, dans le cadre du projet Agitaire, qu'on organise pour les jeunes pour découvrir les anciens et les nouveaux métiers en montagne. Donc, ce petit groupe a traversé, je pense, le Keras dans la région sud, pour rencontrer différents acteurs, de voir les métiers et qu'est-ce que ça veut dire de vivre en montagne et travailler en montagne. Est-ce que c'est quelque chose que je peux imaginer? Si oui, quoi? Comment je peux avoir mes envies, mais c'est quoi la réalité? Voilà, c'est l'Agitour. Donc, on verra qu'est-ce que ça donne. Et je suis très ravie de discuter et échanger avec vous les résultats à la Semaine Alpine. Voilà, je viens à la Semaine Alpine. La Semaine Alpine, c'est un événement tous les 4 ans dans les Alpes qui rassemble toutes les associations, organisations, chercheurs, institutions, etc. autour d'un événement, oui, conférence, mais dans une ambiance plutôt sympathique. Et la question cette année, c'est la jeunesse et climat. Quelle implication de la jeunesse alpine dans son avenir? Donc, on va discuter sur le changement climatique, sur l'adaptation au changement climatique, comment on veut et peut vivre dans les Alpes de demain, qu'est-ce que les jeunes peuvent faire, comment on implique le mieux possible, et quel métier dans les Alpes de demain. Cet événement a la chance cette année, la chance ou pas, on va revenir, mais plutôt la chance de l'accrocher avec 2 autres événements très importants pour les Alpes cette année. C'est la conférence des ministres de la Convention alpine. Donc, la France a la présidence cette année, depuis l'année dernière et cette année, de la Convention alpine. Ils ont mené plusieurs actions et ça, c'est la conférence finale pour les ministres qui va avoir lieu
pendant la même période aussi à Nice. Et une autre présidence, c'est la présidence de la stratégie macro-régionale européenne, où la France a la présidence également, qui va avoir lieu une grande conférence aussi également à Nice. Et on est en train de co-organiser ça ensemble pour créer un espace où la semaine alpine, donc les acteurs plutôt associatifs, des chercheurs et non institutionnels se retrouvent avec les institutionnels de la Convention alpine et de la stratégie macro-régionale. Et il y a un temps échange d'un demi-après-midi prévu entre nous tous, les jeunes, et plutôt des institutions. Et c'est un événement pendant 3 jours. On finance à peu près 80 jeunes jusqu'à 30 ans pour voyager à Nice, pour participer à cet événement activement. On les accompagne pour présenter leur projet. Il y a des différents ateliers, des visites de terrain. Et voilà, il y a des différents acteurs qui peuvent proposer un atelier. On va faire un atelier avec le fisc et sur Agiter, sur le voyage de découverte voilà, des métiers. Et pourquoi pas aussi une petite jeu de théâtre ou une formation de théâtre pour les jeunes et les adultes pour mieux communiquer et communiquer autrement sur nos valeurs. Donc, vous êtes bienvenus. J'ai mis un petit lien sur une petite vidéo pour que vous ayez une idée à quoi ça ressemble. C'était un événement en 2016. Cette année, c'est en France. Merci, Ulrika. Je ne sais pas s'il y a qui ont des questions ou voilà, ou si ça suscite la présentation d'actions du coup de CIPRA France qui montre bien le lien au territoire, à l'environnement, l'importance de la jeunesse, la réflexion aussi sur l'installation, sur les métiers, sur le voyage. C'était un peu vite, mais parce que c'est quand même assez complexe de travailler dans un réseau pareil. Donc, globalement, on a besoin de 3 mois pour comprendre les différents acteurs, etc. Et donc, je ne vous demande pas de tout comprendre dans les 5 minutes là. C'est pour ça, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, etc. Je crois, pour moi, qui me tient à cœur cette année, c'est vraiment cet événement international, parce qu'on a la chance d'accueillir tous les pays alpins à Nice, en espérant qu'on peut. Sinon, on va le faire en conférence web, j'imagine. Mais cet événement est vraiment un événement que, oui, c'est des adultes qui coordonnent, qui organisent, qui cherchent l'argent pour réaliser cet événement, mais pour nous, c'est vraiment important que c'est les jeunes et les jeunes adultes qui le mettent en œuvre, en fait. Nous, on fait la technique, la logistique, mais c'est vraiment l'endroit pour les jeunes adultes pour montrer, hey, on est là, on a un intérêt, on veut vivre dans les montagnes ou dans les territoires ruraux, parce que pour moi, c'est important que ce n'est pas que les Alpes. Bien sûr, l'objectif premier, c'est les Alpes, mais je pense qu'on peut apprendre plein de choses des autres territoires ruraux hors alpines. Et je pense que le réseau rural national sera ravi aussi de voir qu'on accueille aussi des autres territoires français et européens hors Alpes, parce que CIPRA est quand même assez alpine et on reste toujours entre les mêmes. Et c'est dommage parce que je pense des autres territoires ruraux ont des bonnes idées. Ouais, et puis je pense que ce que je trouve intéressant aussi, et c'est un petit peu ce qu'on voulait montrer, c'était l'importance du travail des réseaux, qui n'est pas toujours évident et qui prend du temps. Mais c'est vraiment aussi cette mise en réseau d'acteurs, de faire du lien avec les associations, les habitants du territoire, les collectivités. Tu parlais des communes, c'est aussi tout ce travail-là qui est un travail de longue haleine et aussi de comprendre ce que chacun fait et puis de trouver justement à un moment donné des espaces d'échange, de communication. Et c'est vrai que c'est aussi ce qu'on essaye de faire dans le cadre du projet Agiter. C'est voilà ce que disait Sandréo, c'est vrai que c'est un petit peu une demande, c'est vrai, du réseau rural national, mais c'est aussi quelque chose que nous, on cherche à faire, de faire des recommandations, d'expliquer aussi l'importance de la co-construction des politiques publiques, de construire collectivement avec différents acteurs
une politique de territoire, de faire comprendre aussi les spécificités, les besoins, d'essayer de donner la place aux jeunes et à la parole des jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer et dire aussi ce qu'il en est aujourd'hui, les choses qui sont en train de changer aussi. Et nous, c'est vrai qu'avec l'UFISC, on essaie aussi de faire reconnaître dans le cadre d'Agiter la question des parcours des jeunes, de valoriser aussi des structures d'accueil de jeunes, des pratiques artistiques et culturelles sur le territoire, et de faire reconnaître ça comme étant primordial pour les territoires et comment est-ce qu'on habite un territoire. Et il y a aussi après des choses beaucoup plus pratiques comme tu parlais de métiers, c'est les questions des aides à l'emploi, comment est-ce qu'on fait en sorte que les jeunes puissent pouvoir rester et pouvoir vivre sur un territoire, ça passe aussi par ça quand ils le souhaitent. Et de pouvoir donner la capacité d'eux et des espaces d'échange, de construction et de pratique. Et c'est de l'ordre aussi un peu du sensible qu'on essaie de mettre en avant, qui ne sont pas toujours dans des catégories et des cases toujours très définies. Et c'est ça aussi qu'on essaie de faire comprendre, je pense, à travers le projet Agiter, avec ce sera l'ADRE aussi qui est sur d'autres problématiques, le CREFA d'Auvergne et le RECA qui sont aussi sur des dimensions d'éducation populaire, de reconnaissance de faire autrement, qui nous importent énormément. Voilà, je ne sais pas si vous voulez réagir ou si vous avez des questions ou d'autres choses à exprimer sur ces dimensions, ou peut-être des exemples aussi à nous faire part sur ces dimensions. Peut-être aussi dire que ce qui est chouette, c'est d'avoir Stéphane avec nous aujourd'hui, parce que donc tu fais aussi, avec Tribalt, partie aussi donc, des études de cas et de l'enquête qu'on est en train de mener dans le cadre du projet Agiter, justement, pour regarder de plus près ce que font les structures pour accompagner les jeunes adultes en milieu rural sur des choses très très pratiques et qui sont nécessaires, primordiales. Et dans un autre atelier Agiter, tu nous expliquais comment aussi ça s'est développé, comment ça s'est en fonction des besoins et comment ça s'est adapté aussi, et comment ça a été c'est né d'un réel besoin, et comment est-ce que Tribal s'est adapté à ça et a donné une forme de réponse. Donc peut-être si tu veux nous présenter ça, et puis après on pourra aussi revenir sur d'autres choses que font le City, donc on fait partie aussi, dont tu fais partie aussi. Oui, Tribalt, donc le nom complet c'est Tribalt Coopérative de compagnies et d'artistes. Même si on est une association de loi de 1901, on n'est pas une coopérative. L'idée c'est qu'on porte plus particulièrement une compagnie qui s'appelle la Compagnie du Théâtre des Chemins. Et c'est avec celle-là qu'on fait les gros projets dont je parlais tout à l'heure, les leaders, qu'on a participé à la capitale européenne de la culture, donc j'y reviendrai après avec le City. Mais il se trouve effectivement aussi, pour revenir, que on fait pour les autres compagnies qui font partie du collectif tout ce qui est le portage salarial, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que du portage des salaires des personnes, on s'occupe de tout ce qui est l'économie de la compagnie. Donc ça va être faire les contrats de cession, vendre les spectacles, s'occuper de payer les gens. Mais du coup, c'est au-delà de tout ça, ce qui est fait par beaucoup de structures. Nous, c'est vrai que c'est un accompagnement qui se fait directement avec les personnes et en lien avec leurs envies et leurs projets. C'est-à-dire que pour les 18-35 ans, on parlait la dernière fois du groupe Ishtar, donc Maëlle et Maëlle, qui sont deux musiciennes qui ont monté leur groupe et qui au début sont venues par le biais d'amis et parce qu'elles avaient travaillé sur d'autres spectacles. Et à un moment, elles m'ont dit, bah voilà, nous, on est en train de commencer à vendre nos spectacles, on voudrait devenir intermittente, comment ça marche? Et donc en général, moi, je reviens au point de départ, c'est-à-dire je dis aux gens, alors attendez, en fait, le but, c'est pas d'être intermittent, le but, c'est d'exercer un métier. Donc, quel métier vous voulez exercer? Je veux être artiste, d'accord. Alors après, comment? Et on voit, est-ce que l'intermittence est un moyen de vivre de votre métier? Et après, on part de là. Et c'est vrai que l'idée, c'est que ça soit tout un ensemble d'accompagnements qui permettent donc à ces personnes-là de faire leur projet, de venir et de repartir. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont venus dans l'association
qui sont restés 2 ans, le temps de monter leur propre structure, d'aller chercher leurs subventions, voilà, parce qu'elles sont devenues plus grosses, parce que c'est ce qu'elles avaient envie. Mais c'est vrai que l'idée aussi, c'est d'aider ces personnes pour que elles puissent rester sur le territoire sur lequel elles sont. C'est-à-dire que nous, bon, moi j'habite, c'est un peu particulier, je télétravaille, j'habite à Toulon, enfin juste à côté de Toulon, à Cuers, dans le Var, mais le siège social est en Ardèche, et donc on travaille effectivement essentiellement en milieu rural par rapport aux gens qui passent par la structure. Voilà. Que expliquer d'autre? On est très très sollicité tout le temps dans l'année, et que si on voulait depuis longtemps, on serait devenu une structure énorme avec 25 salariés qui font de l'administratif et plein de gens, mais qu'on a en fait fait exprès de ne pas choisir cette dimension-là. Parce qu'encore une fois, pour des structures et faire que de la feuille de paye, il y a plein de structures qui font ça et qui le font très bien. Et donc, en général, moi, quand j'ai des gens qui ont cette demande-là, je les renvoie vers ces structures. Par exemple, vers chez nous, il y a les vertébrés dans la Drôme qui font ça parfaitement bien. Moi, l'idée, c'est vraiment d'accompagner du début à la fin les projets, voilà, le projet artistique et le projet de la compagnie. Et aussi parce qu'on n'a jamais voulu suivre cette logique qui est actuelle, qui est une structure, elle doit toujours croître. Moi, à un moment, je pense qu'effectivement, non, une structure, elle trouve un équilibre, et quand elle a trouvé un équilibre, c'est bien. Et si elle peut rester comme ça, c'est bien aussi, parce que souvent, j'ai vu trop de projets se casser la figure parce que justement, ils ont voulu devenir de plus en plus gros, et qu'à un moment, on ne tient plus en termes de trésorerie, en termes de beaucoup de choses comme ça. Et puis surtout parce que ça permet de garder l'humain. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de ce contact avec les gens avec lesquels je travaille. J'ai besoin de savoir que voilà, on peut se discuter d'autres choses aussi quand on travaille sur les projets. Voilà, expliquer aussi que mon poste, moi, c'est un poste d'administratif, et du coup, il est complètement lié à ce qu'est Tribalt pour moi. C'est-à-dire, moi, je suis un outil en fait. Je suis là pour donner un coup de main aux gens. Encore une fois, je pense qu'il y a un moment où il ne faut pas oublier que des structures comme Tribalt, par exemple, sont là pour soutenir des projets artistiques. Il ne faut pas que ce soit le projet artistique qui soutienne la structure, sinon je pense on a perdu quelque chose à un moment, et c'est aussi un peu le défaut qu'on peut avoir de temps en temps. Voilà, je sais que on a d'autres personnes là qui nous ont rejoints et qui sont aussi en train d'aller vers l'intermittence tranquillement. Ça va être un peu plus difficile avec le contexte actuel pour ceux qui veulent rentrer dans le régime et vendre leur spectacle. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur Tribalt? Si, alors nos principes d'économie sociale et solidaire, parce que ça, j'y tiens aussi. C'est-à-dire que nous, on a, puis ça rejoint un peu ce dont on discute aujourd'hui, nous, on fonctionne que au pourcentage. C'est-à-dire qu'en fait, le spectacle, il est vendu, il y a 10% qui permettent de partir dans la structure. Donc, sur les 10%, il y a 7% qui servent à payer mon salaire et 3% qui servent à payer les frais fixes de l'association. Après, le reste, les 90%, ils servent à payer les frais des artistes, les salaires, ou mettre de l'argent de côté s'ils ont besoin de mettre de l'argent de côté pour faire de la com. Par exemple, pour les filles d'Ishtar, c'était mettre de l'argent pour enregistrer un album ou des choses comme ça. Et après, on a une deuxième particularité, c'est qu'on fonctionne avec chaque intermittent à sa propre enveloppe. Donc, par exemple, quelqu'un qui tourne beaucoup, il va demander avec chaque date à faire des cachets sur chaque date, et d'autres qui ont plus de mal à se lancer. Là, on va faire un accompagnement et on va dispatcher les sommes pour pouvoir faire des services de répétition, des choses comme ça, et arriver à avoir le régime de l'intermittence. Même si, bon, c'est très particulier puisque ce régime, il existe que chez nous en France. À un bémol près, puisque comme pour le coup, on travaille avec le City, effectivement, il y a les compagnies belges qui ont un système comme le nôtre, mais alors qui est complètement différent. En fait, il faut un très très gros ticket d'entrée. Il faut faire une énorme masse salariale la première année, et après, tous les 3 ans, il faut avoir fait un certain chiffre de salaire, quoi. Mais donc, c'est un petit peu la même chose, sauf que là, c'est pas une question d'heure, c'est une question de budget, et surtout, le ticket d'entrée est très 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 élevé, quoi. Moi, la plupart des jeunes, pour le coup, pour faire le lien aussi, qui ont pu rentrer là-dedans, souvent, ils font de la publicité, ou ils essayent de faire des rôles dans des séries télé ou des trucs comme ça, pour être très bien payés la première année, avoir la somme qu'il faut. Et après, ils arrêtent tout. Ils font plus de publicité et de trucs comme ça. Après avoir fait de la pub pour les Stucru, les 2 années d'après, une fois qu'ils sont rentrés dans l'intermittence, ils partent sur autre chose. Donc voilà, ça c'est aussi un peu les parallèles des autres pays. Alors, moi,
pense qu'effectivement aussi sur l'accompagnement des 18-35 ans, il se fait en accompagnant les gens dans la structure, mais on le fait aussi finalement en proposant des spectacles en milieu rural et en proposant des ateliers et en faisant vivre le territoire pour que les gens restent. Enfin, là, je rejoins un peu quand on a rempli l'enquête justement là où on discutait de ça. Et effectivement, aujourd'hui, les jeunes adultes, quand ils viennent en territoire rural, ils sont d'un certain point de vue pré-connectés, donc ils ont un accès à plein de choses de cette manière-là, mais ils ont envie d'avoir, ils ont besoin de sens aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir du lien avec les autres jeunes adultes qui s'installent. Ils ont envie d'échanger autour de pourquoi ils sont venus là, pourquoi ils font vivre leurs enfants dans ces endroits-là. Et je sens aussi beaucoup de cette dimension d'avoir envie de participer et de ne pas se retrouver. Souvent, ils ont quitté des grandes villes où ils avaient l'impression d'être au milieu de beaucoup de monde, mais d'être tout seul, quoi. Voilà un peu pour la conclusion sur cette chose-là. Et du coup, ça peut m'amener effectivement, alors avec le Théâtre des Chemins, alors je vais faire une double parenthèse. Avec le théâtre, pour faire la liaison, avec le Théâtre des Chemins, on a monté un nouveau projet là, qui va démarrer maintenant, qui est aussi un Erasmus+, où on va travailler avec, comme pays, la Bulgarie, avec des acteurs de l'écotourisme. Et on travaille avec la faculté de Grenoble, qui a une antenne en Ardèche qui s'appelle le Sermosem et qui forme des guides conférenciers. Et donc, on va avoir tout un travail autour de ça pour justement aider les jeunes guides conférenciers à voir ce que c'est que de la collecte en milieu rural, être capable d'aller voir des anciens, d'aller voir des jeunes et d'enrichir justement leur collecte avec ce travail-là. Et donc, nous, comme Raphaël Faure du Théâtre des Chemins, qui est directeur artistique, qui a monté un spectacle qui s'appelle C'est qui pleut et qui travaille que là-dessus. Et donc, on a fait le lien avec ça et c'est la suite justement de des 2 ans où on a participé à la capitale européenne de la culture en Bulgarie, donc avec le Théâtre des Chemins. Et où on était dans un petit village à côté de qui était là où se passait la capitale, à Dobralac, et où on a justement fait ce travail-là. Donc, pour Raphaël, c'était assez drôle parce qu'il faisait du conte avec quelqu'un qui traduisait en bulgare en simultané. Donc voilà, c'était assez sacrée expérience. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi sur la compagnie, sur le Théâtre des Chemins. Oui, voilà, une petite anecdote que je donne souvent sur le milieu rural, c'est que moi, la plupart des copains, quand ils travaillent avec des comédiens, on leur dit attends, excuse-moi, je vais remettre 10 balles dans le parc-mètre parce qu'il y a la police municipale qui passe et je vais prendre un PV. Moi, en général, c'est plutôt Raphaël, il va me dire excuse-moi, il faut que j'aille remettre le mouton dans l'enclos parce qu'il s'est barré. Et il y a l'arrosage qui n'a pas commencé à démarrer pour mon jardin, puisqu'il fait son jardin potager là où il habite. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi cette dimension aujourd'hui en territoire rural où les gens ne sont pas que acteurs ou que médecins ou que je ne sais pas quoi encore. Il y a aussi, si les gens vont dans ces endroits-là, c'est aussi parce qu'ils ont envie de faire leur propre jardin. Voilà, il y a quand même aussi toute une démarche qui va avec. Donc du coup, Patricia, tu peux mettre la petite vidéo qui nous présente l'Odyssée, s'il te plaît, avec le CITI, donc le Centre international de théâtre itinérant, qui est un réseau dont le siège social et à la Maison des réseaux est en France, mais on a des compagnies un peu partout, donc belges, suisses, italiennes, grecques et puis maintenant bulgares. Pour la première année, on a aussi une compagnie du Maroc. On a fait donc la capitale européenne de la culture avec un projet qui s'appelait l'Odyssée Caravana. Et donc, il y a 10 compagnies françaises, 2 compagnies belges et une compagnie suisse. On est parti de là où on habite pour aller jusque à Plovdiv, donc en Bulgarie. Et donc, on est parti par la route. Et donc, quand on est arrivé là-bas, on s'est installé sur 3 lieux pendant une semaine pour présenter nos spectacles. Donc il y avait des choses, je vous inviterai à regarder la vidéo. Il y avait tout, c'est-à-dire que là on voit la compagnie Ambulant. Eux, ils sont partis au-dessus de Reims, bien en amont, puisqu'ils sont partis avec les roulottes et les chevaux jusqu'à la capitale. Mais on a aussi, je prendrais à l'opposé entre guillemets, pas dans la démarche, mais dans la taille, puisque ambulants, ils étaient 2 roulottes et puis ils ont drainé du monde. Donc ils sont partis, comme on dit, ils sont partis à 3, ils sont arrivés à une vingtaine, puisqu'ils ont récupéré plein de gens sur la route. Et de l'autre côté, on a la compagnie des nouveaux disparus, donc Jamal, qui est le directeur artistique,
et qui lui a pour principe d'aller planter son chapiteau et ses camions dans les endroits où personne ne va. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a eu des attentats en Belgique et qu'on a dit il y a des gros problèmes à Molenbeek, ben, un mois après, il était avec son chapiteau à Molenbeek dans le quartier pour travailler et discuter. Et donc lui, on peut le voir plus loin après dans la vidéo, vous verrez, il a été à Stolipinovo, qui est un des quartiers les plus pauvres d'Europe. Moi, j'avoue que c'est une expérience inoubliable. Pour vous donner une image, c'est comme ce que vous voyez dans les films quand on vous montre, je sais pas moi, la guerre en Irak et que vous avez des bâtiments démolis tout autour et des gens qui se baladent à pied avec l'âne et la roulotte pour emmener les gamins à l'école. Et on avait le gros collectif de Barakata, qui était une grosse partie des compagnies françaises qui s'étaient mis ensemble. Et là, pour le coup, ça rejoint la discussion de départ, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes adultes qui ont monté le projet. Et on espérait que ça soit justement un beau tremplin pour leur intermittence, puisque la plupart étaient encore au RSA et étaient en train de se lancer. Malheureusement, comme on n'a eu que les fonds de la capitale européenne, bah voilà, c'est Barakata, qui nous permettait de monter jusqu'à Plovdiv et qui payait nos frais de déplacement et qu'on croisait les doigts en se disant qu'avec 10 compagnies françaises, on aurait des subventions quand même un peu. Ben, on a eu 1 500 € de la part de l'Institut français et absolument aucun financement du ministère de la Culture, ni des régions, ni des départements, rien du tout. On nous a gentiment fait comprendre que la Bulgarie, c'est un pays de l'Est, c'est pas l'Espagne, c'est pas le Luxembourg et que on avait un peu rien à faire. Je dis ça un peu crûment, mais c'est vraiment comme ça qu'on l'a ressenti. Ce qui ne nous a pas empêché d'y aller quand même. Mais voilà, du coup, ça a malheureusement pas été forcément un tremplin, alors que ça aurait pu aider pas mal de jeunes. On voyait Jamal justement. Voilà, ça c'est les jeunes du camp du quartier de Stolipinovo. Voilà, bon, c'était néanmoins une formidable aventure. On est très très content de l'avoir fait. Je pense que ça redonnera envie à d'autres compagnies du City d'aller faire des choses là-bas. Et pour nous, le pari était gagné dans le sens où, voilà, Jamal, il a pu travailler dans les quartiers avec la communauté Rome et surtout, on a eu partout, à chaque fois qu'on a joué pendant une semaine, des Bulgares. Et là, on était content parce que notre principale peur, c'était de monter jusqu'en Bulgarie avec nos camions pour jouer pour des Français qui seraient en vacances à la capitale européenne de la culture. Et non, justement, on a eu cette chance. On a vraiment eu les gens qui habitent à Plovdiv et pour ça, c'était vraiment une belle réussite. Voilà, qui peut me permettre de faire le lien peut-être. Alors sur le dernier point, c'est qu'effectivement, dans les compagnies du City, on est très intéressé par tout ce qui se dit depuis 1 ou 2 ans maintenant, puis alors encore plus là avec ce qui se passe avec la crise sanitaire, puisque on nous parle d'itinérance de partout, donc nous on est très très contents. On dit venez, adhérez au City, venez, on peut vous apporter plein d'expériences. Si vous avez envie de faire d'itinérance, il n'y a pas de souci, on peut être un très bon relais. Voilà, en sachant que pour nous, ce qui est important quand on parle d'itinérance, c'est alors nous, l'itinérance, c'est à la fois l'outil, effectivement, ça peut être le chapiteau, la yourte, toutes ces choses-là. Mais pour nous, surtout, c'est une façon de fonctionner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on insiste depuis longtemps, c'est pas nous qui l'avons inventé, hein, ce terme-là, sur ce qu'on appelle l'infusion des territoires. C'est-à-dire que contrairement à d'autres compagnies, et j'ai rien contre les compagnies qui font ce travail, hein, soyons bien clairs, on ne fait pas du one-shot. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de venir, de jouer et de repartir, mais c'est vraiment de venir, de faire un travail en amont avec les habitants. Alors ça peut être des ateliers, mais ça peut être tout simplement de les rencontrer pour voir avec eux qu'est-ce qui peut se faire sur le territoire. Et pour nous, cette notion d'infusion, elle est vraiment très très importante. On est aussi, et je le ressens, alors pour le coup, là je rejoindrai aussi où on parle des 18-35 ans. Nous, on sent de plus en plus, ça rejoint un peu ce que disait Patricia au tout début de son intervention avant qu'elle s'en aille. Moi, je ferai un lien avec les élections municipales qui viennent d'avoir lieu, là aussi, où on sent une demande sur la transition écologique et sur toutes ces choses-là. Les jeunes de 18-35 ans chez nous, au City, ils viennent faire de l'itinérance parce qu'ils nous disent, nous, on n'a plus envie de déplacer des poids lourds pour partir de Montpellier jouer à Lille et puis 3 jours après aller revenir à Montpellier, la semaine d'après aller jouer en Bretagne et puis la semaine d'après aller jouer à nouveau ailleurs. Il y a vraiment cette envie de se dire, il faut qu'on se réinterroge sur notre mode de déplacement et du coup l'itinérance de par ses outils et de par sa façon de fonctionner, je pense a vraiment quelque chose à amener à ce niveau-là. Mais je dirais que je le constate pour le coup pas que dans l'itinérance
sous chapiteau ou avec nous, on a une yourte ou des choses comme ça. Moi, je l'entends de la part de compagnies, comment dire, j'allais dire plus classiques, mais c'est pas un bon mot, mais de compagnies. Moi, j'ai eu l'occasion de bosser un peu avec des CDN ou des choses comme ça. Et j'entends de plus en plus de lieux qui disent bah, ça serait peut-être bien d'aller voir le lieu qui est pas très loin. Et puis de voir avec eux si on peut pas accueillir le même spectacle et puis justement de vraiment mutualiser les moyens, les frais de déplacement et des choses comme ça. Ce qui se faisait il y a très longtemps, hein. Je veux dire, on n'a pas réinventé l'eau chaude en même temps, hein. Simplement, ça s'est un peu perdu. Mais je pense qu'il y a une vraie demande sur ces enjeux-là. Et je le sens, moi, vraiment de la part des jeunes des 18-35 ans. Il y a vraiment cette envie-là et ce retour aussi finalement à une vie de troupe, à une vraie vie de compagnie comme on pouvait l'avoir il y a longtemps. Et ce que je trouve sympa justement, c'est que ça va du groupe comme Maël et Maël qui sont deux à vivre en milieu rural en Ardèche, en passant par des compagnies dans des grandes villes qui ont envie de retrouver des choses comme ça. Et moi, je trouve ça très chouette en fait. Je pense que justement, comment on arrive à égrener, à travailler tous ensemble pour faire avancer un peu ces choses-là. Et je finirai par, comme on parle d'Europe, moi, après avoir monté différents dossiers européens, moi, j'y crois vraiment à l'Europe. J'en ai vraiment envie. Là, par exemple, pendant la crise sanitaire, on a échangé avec nos amis belges, avec nos amis suisses, avec les Bulgares aussi, pour leur dire, mais vous, la crise sanitaire, ça se passe comment? Et c'était intéressant parce que, par exemple, les amis de Bulgarie nous ont expliqué que le fonctionnement, c'était très, très radical. C'est-à-dire que ils ont confiné Sofia, pour que personne sorte, ils ont bloqué l'autoroute avec l'armée. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. On ne peut pas prendre les routes. Il y a il y a les camions au milieu. Et voilà. Donc, c'est intéressant de voir aussi un peu comment ça se passe dans d'autres endroits. Et donc, encore une fois, je pense que pour faire le lien avec ce que disait Patricia, il y a des fonds européens, il y a de l'argent à aller chercher sur les fonds européens. Il faut aller chercher cet argent parce que malheureusement, quand on va pas le chercher, c'est comme beaucoup de budgets comme ça. Après, on nous dit ah bah voyez, finalement, ça sert pas à grand chose de mettre un volet, une ligne argent culturel dans les FEDER et dans les trucs agricoles, puisque finalement personne s'en sert quoi. Donc et c'est là où c'est dommage parce qu'en fait oui, ça peut faire peur ces dossiers-là, mais encore une fois, c'est faisable et je finirai un peu là-dessus. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours défendu dans Tribalt. On a décidé de ne pas devenir quelque chose de très gros parce que moi, je défends le côté open source. C'est-à-dire que quand des gens me disent mais nous, on montrerait bien la même chose que ce que vous avez fait dans notre coin, je leur dis mais il n'y a pas de problème. Moi, je vous explique comment on a fait. Je vous donne tous les outils que je peux vous donner. Et donc voilà, c'est pareil. Si vous avez envie de monter un dossier leader ou des choses comme ça et que vous vous posez des questions, il y a mon numéro via le City, il y a mon numéro sur le site de Tribalt et comme on l'a fait pour le City, on a fait une veille technique, il va y avoir une veille administrative où il y aura mon numéro de téléphone maintenant. Donc, adhérent ou pas adhérent, n'hésitez pas à appeler pour poser des questions. Si on peut transmettre des choses, ça sera avec plaisir. Merci Stéphane pour, euh, pour ça, pour ton retour de terrain, puis de nous avoir fait un peu voyager. C'est toujours très chouette. Et puis de nous rappeler l'importance aussi d'échanger, de travailler ensemble, et puis de pouvoir être là pour donner un peu, montrer à d'autres que c'est possible et qu'on peut faire et de donner des conseils. Je pense que c'est aussi ça, l'Europe, c'est aussi de collectivement échanger et puis travailler ensemble. Et je vois que Gérard Pelt nous a rejoint, donc déjà oui. Bonjour. Bonjour, désolé pour le retard, mais bonjour. Les webinaires, maintenant, on peut les faire n'importe quand, n'importe où, donc ce qui fait qu'on les fait en même temps. Voilà. C'était plutôt là si on ouvre un peu, en effet, un espace d'expression en se donnant encore, en effet, une dizaine de minutes. Moi, j'avais juste envie de réagir parce qu'en effet, c'est une super belle expérience, je trouve, l'Odyssée Caravana, et ça nous parle en effet beaucoup à la fois de l'itinérance longue, à la fois de peut-être retravailler ce qu'on appelle voyage et la manière dont on rencontre et on dialogue avec les autres. Et je trouve que, en effet, tout ce qui est vécu au sein des compagnies de l'itinérance, c'est aussi peut-être ça qu'on a besoin de réapprendre et qui peut être des choses à partager. Et donc, moi, il y avait peut-être cette question du transfert de savoir-faire entre pairs,
transfert intergénérationnel qu'on a beaucoup vu aussi dans notre projet Agitaire, qui ressort pas mal des enquêtes et des études de cas, et qui, à mon sens, est un levier de politique publique trop faible, trop affaibli aujourd'hui. On n'a pas suffisamment de dispositifs qui nous permettent de valoriser ces espaces d'accompagnement de parcours qui, comme le disait Stéphane, passent par l'humain, passent par la capacité à prendre en compte la singularité du moment pour la personne, la singularité de la rencontre, la singularité de ses besoins, et qui en même temps met en avant une posture de l'accompagnement qui est plus celle du compagnonnage, qui est plus celle de l'enrichissement mutuel que celle en effet qu'on va avoir dans des formes plus classiques de formation ou d'accompagnement telles qu'on les connaît, qui sont plus descendants, plus voilà, avec des postures de savoir. Et là, il me semble voilà, que ça rebondit ou ça résonne avec le champ de l'économie sociale et solidaire ou des communs dont on parlait hier sur notre webinaire droit culturel, parce qu'on est bien sûr, avec ces dispositifs ou avec ces réseaux, cette coopération pour du transfert de savoir mutuel, on est bien sur une capacité à créer de la connaissance, créer de la ressource et à la gouverner quelque part ensemble. Et donc à la mettre en réseau ensemble. Et je trouve que là, on est vraiment dans une valorisation, dans une mise en pratique réelle de ce que peuvent être les droits culturels, de ce que peuvent être les pratiques solidaires ou la logique des communs, et qu'on aurait véritablement à défendre une politique publique qui mette en avant, notamment dans les territoires ruraux, pas que, mais notamment dans les territoires ruraux, ces pratiques de coopération mieux en exergue. Bah, juste, oui, pour rebondir sur ce que tu dis, moi je suis complètement d'accord. Je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse à cette façon de faire la transmission. En fait, je trouve que malheureusement, souvent la transmission se fait à mon goût, et je me bats un peu avec ça, avec certains copains de certains théâtres, en leur disant c'est dommage que tu attendes de te dire je m'en vais dans un an pour transmettre. Ça serait bien de prendre un temps plus long en fait de cette transmission, parce que je suis un fervent défenseur de ce que tu dis, c'est-à-dire que la transmission, ça se fait dans les deux sens. On transmet ce qu'on a appris aux plus jeunes, mais on apprend énormément d'eux, et c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est ce côté aller-retour qui est enrichissant. Mais il faut effectivement, je pense, plus d'espace authentifié, enfin en tout cas visible, et plus d'aide pour pouvoir faire des choses comme ça et faire des vrais moments de transmission intelligente. Moi, si je pouvais avoir l'outrecuidance de m'imposer dans la conversation alors que je viens juste d'arriver, désolé. Je dirais deux choses. Par rapport aux propos de Patricia, donc de suite, il existe dans les dynamiques territoriales des territoires ruraux, et sans doute pas que, ce qu'on appelle les échanges réciproques de savoir. C'est tout bête, mais le fait d'inscrire ça dans une approche formatée de ce type enlève les condescendances entre les générations ou entre sachants. Donc ça, c'est le premier élément. Donc, j'ai introduit rapidement la dimension territoriale parce qu'il y a un vrai enjeu à ce que la culture apparaisse dans les dynamiques territoriales comme étant un vecteur de médiation en même temps qu'un vecteur et outil de transition dans les logiques dans lesquelles il se présente. Donc ça veut dire acquérir un véritable désir d'accueil et d'entrée de la culture et des acteurs culturels dans ce passage vers demain, quoi, en réussissant aujourd'hui. Ça, c'est un élément fondamental, et ça passe aussi nécessairement par de l'expérimentation dans les territoires. Moi, je l'ai pratiqué dans le territoire dont j'ai été le maire pendant longtemps. On a fait en sorte que les acteurs culturels, une école de musique privée locale, un théâtre, on est en train d'ailleurs d'organiser la transmission aujourd'hui avec la troupe privée qui l'a bâti, hein, que faire en sorte que ça percole dans la pratique ordinaire de l'école, mais aussi dans la vie ordinaire du village. Donc on avait bâti une école d'éveil aux arts
Parce que ce passage dans l'ordinaire des pratiques et des pratiques éducatives en même temps que des animations plus généralement locales est un élément important pour resituer les éléments à leur juste place. Puis le dernier élément, c'est qu'il faut vraiment veiller à ce que ça entre de cette manière-là dans les politiques publiques européennes avec développement ou mise en orientation stratégique dans les régions et dans les territoires. Et c'est vraiment le moment. Dans les échanges que l'on avait eus, Patricia et Laure, avec le Relais Culture Europe, on voit bien qu'à chaque fois revient le silo des orientations culturelles et des interlocuteurs culturels pour avancer. Il faut aussi faire des acteurs et des orientations culturelles vers les dynamiques ordinaires des territoires en matière de développement territorial intégré. Et ça, parce que les opérateurs culturels et les acteurs culturels, l'ensemble des personnes ont besoin de temps pour construire quelque chose et pour construire l'ouverture dont vous parliez. Et moi, j'ai vraiment apprécié, parce que je suis arrivé là, votre expérience, ce que vous avez pointé du doigt qui va bien avec ce que je suis en train de dire là, d'une certaine manière. Et moi, l'itinérance, c'était les Futsbarn chez nous. C'est un peu maintenant les baladins du miroir, hein. Mais ça a été aussi des cirques théâtres de petite ampleur qui se sont déplacés, qu'on a accueillis et qui ont créé des liens avec l'ensemble des habitants des territoires et sur un temps suffisamment long. C'est pour ça que je sens bien pour que ça puisse percoler, quoi. Et c'est aussi le sens, juste une petite rappel, de la tribune que nous devons publier là, cette semaine si possible. La semaine est encore longue mais déjà très courte, pour qu'on soit dans les marqueurs du plan de relance. Peut-être simplement préciser, parce qu'en effet, on en a discuté avec le réseau RED, que représente Gérard Peltrissier et puis Relais Culture Europe, qu'aujourd'hui, en effet, le plan de relance, ce que tu nous disais, Gérard, qu'il va structurer un petit peu les politiques, enfin plus qu'un petit peu, il va structurer les politiques européennes de demain, et qu'il y a en effet à faire valoir aujourd'hui cette dimension territoriale, cette capacité solidaire et capacitante, on va dire contributrice, comme nous le disait Patricia Andriot en introduction, des territoires notamment ruraux, mais aussi en partenariat avec les territoires urbains, puisqu'il ne s'agit pas d'opposer, mais il s'agit de montrer les interactions, montrer les complémentarités, montrer les coordinations possibles. Et donc, on a en effet intérêt à faire surgir un petit peu tout ce dont on a discuté ce matin, que ce soit sur la partie culturelle ou de ruralité, mais aussi la question de la jeunesse, qui est trop souvent un angle un peu oublié aussi de ces politiques rurales. Oui, ça j'avais oublié de dire que j'étais ruralité, environnement, développement, donc ruraleurope.org, vous verrez tout ce dont on parle là. Et que c'est, moi le message que je voulais dire, c'est tout à fait possible d'agir. Et quand les jeunes sont identifiés, reconnus et mobilisés en citoyens actifs, ils éclairent sacrément le paysage des réflexions en matière de développement. Si on les enferme dans leur statut, on les enferme dans leurs demandes éphémères, parce qu'à peine exprimées, déjà changées, alors qu'ils sont vraiment capables de construire des choses en profondeur et surtout lorsqu'on les passionne avec ce statut de citoyen actif, quoi. Et c'est pour ça que moi, j'observe tout ce que fait l'UFISC et écrit l'UFISC et pas que, et je vois que vous êtes dans la bonne tonalité. Dans les engagements que vous avez développés, et en règle générale, tous les opérateurs culturels le sont. Je ne parle pas des grosses machineries, ça c'est une autre affaire. Ou plus exactement, on n'entend plus bien leurs propos, mais oui. Ce que tu dis me faisait juste rebondir sur ce que Yulika nous a présenté pour CIPRA, justement avec la mobilisation des jeunes et les différents projets qui sont portés au sein de la Convention Alpine, et de mettre justement ce jeune en citoyenneté active. Donc, je ne sais pas si tu voulais réagir par rapport à ça, Yulika. Et puis, on avait aussi une petite question ou une proposition de réflexion qui nous était proposée également
dans le chat sur la question notamment du numérique et de la culture et des territoires ruraux, qui est en effet une question aussi essentielle sur laquelle il faut aussi pouvoir se mobiliser. Je ne sais pas si veut prendre la parole pour exprimer. Sur le numérique, si vous allez faire un tour dans l'agenda rural français, vous entendrez parler de quelque chose qui n'est pas que rural, mais qui est aussi urbain, les microfolies. Il faut faire attention de ne pas tout enfermer dans ça, parce que le numérique a aussi d'autres espaces de possibles et pas uniquement ça. Mais c'est un vrai enjeu parce que c'est dans l'ordinaire et le quotidien et on en est l'expression là aussi. Parce que le numérique, c'est aussi la mise en relation, comme vous le faites en ce moment, par des personnes qui se parlent pour construire quelque chose, construire une pensée commune, une connaissance commune partagée pour faire agir, pour proposer, j'allais dire, des infléchissements sur des orientations ou être acteur dans la construction des politiques publiques. Ça peut être aussi ça. Et ça n'est pas que l'importation d'une exposition ou le jeu entre un spectacle vivant dans un théâtre plus une expression à distance en interaction. Tout ça, enfin, j'allais dire, on a un espace d'ouverture énorme avec le numérique et que les générations jeunes, justement, là, sont des acteurs éclairés encore plus puissants qu'on ne peut l'être. Parce qu'ils vivent avec ça, quoi. Je compléterai en disant, je rejoins ce qui est dit dans le sens où je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer d'une certaine manière de cet outil, mais je rejoindrai Jean Guillon qui est compteur chez nous au City et qui me disait il n'y a pas longtemps, je fais plus que des zooms et si on fait que des zooms pour se réunir au CA du City, j'arrête, ça ne m'intéresse plus. Parce que moi, ce que j'ai besoin, c'est de prendre mon train depuis Marseille dans mon TGV, d'aller jusqu'à Paris, de voir mes copains qui viennent de Belgique et d'ailleurs, et de se voir en vrai sur une journée, parce que à la maison des réseaux, parce que pour moi, c'est ça aussi le City. Il ne faut pas que ça soit que des réunions Zoom et que des choses comme ça. Et je pense qu'effectivement, voilà, il faut trouver un équilibre entre ces deux choses. Moi, j'avoue que, par exemple, c'est un peu la même chose. Quand je vais dans un concert, et j'ai vu ça il n'y a pas très très longtemps, enfin, il y a un petit moment maintenant, c'était un groupe qui s'appelle Royal Deluxe et à un moment il y avait une fille qui était devant qui filmait avec son téléphone comme ça et au bout d'un moment le chanteur il s'est arrêté en plein milieu de la chanson, il l'a regardé, il lui a dit excusez-moi, si vous êtes venu voir le concert et le filmer toute la soirée à travers votre téléphone, je vous en prie, on fera des DVD, achetez-le, regardez-le sur votre télé, vous serez chez vous, vous pourrez boire un coup, vous aurez tout ce qu'il faut. Nous, on fait du spectacle vivant, profitez d'être devant nous et rangez votre téléphone. Bon, c'était un peu, mais j'ai trouvé qu'il n'avait pas tort. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse et être anti-numérique. Hein. Je pense qu'il y a des choses très intéressantes et à voir de ce côté-là. La preuve, c'est que là, on peut être tous ensemble pour discuter. Et je trouve aussi que c'est des très bons outils. Mais voilà, j'aimerais effectivement, comme Jean, je partage assez ça. Il faut que même sur des projets comme celui-ci, par exemple, c'est super d'avoir des réunions Zoom parce qu'on peut avoir aussi des gens qu'on ne ferait pas forcément venir comme ça, d'autres pays et ainsi de suite. Mais je trouve très important qu'on ait, comme on fait encore avec le City, des journées de l'itinérance où on se retrouve pendant toute une journée pour discuter et on a la chance aussi justement après d'avoir un vrai temps informel où il se passe des fois autant de choses pendant le temps informel et qu'on est en train de manger un bon repas et de boire un verre que pendant le moment d'échange. Donc voilà, il y a un équilibre à trouver entre cette modernité et notre réalité à garder, quoi, si je puis dire. Et qui passe aussi par la mixité des approches. On peut être en physique, plus en virtuel, hein, c'est un peu ce que je disais. Et le numérique, c'est aussi la création. Tout à fait. De comment on peut allier la création 3D avec. Enfin, il y a énormément de possibilités, mais il ne faut pas abandonner ce qu'on est dans ce monde d'aujourd'hui pour construire le futur, quoi. Au contraire, il faut quand même faire ce passage et l'enrichir. C'est pour ça aussi, vous êtes bienvenue à la semaine Alpine à Nice, parce que c'est exactement ça qu'on va discuter. Avec les jeunes, avec les adultes, ils ont encore plus peur de l'informatique, etc., même si on est tous sur Zoom, mais la vie informatique, ce n'est pas que Zoom. Et surtout sur le numérique et la communication,
on va pas faire nous-mêmes la communication pendant l'événement. C'est les jeunes qui vont le faire. Donc, il y a un petit plateau télé coopératif sur place. Il y a un groupe jeune qui va faire des podcasts, des interviews, etc. pour communiquer sur l'événement comme eux ils le souhaitent et comme eux ils le trouvent le mieux adapté. Parce qu'on a fait l'expérience quand même qu'on est un peu vieillot avec les sites web, etc. ou des plateformes qui ne fonctionnent pas parce que les jeunes sont connectés autrement aujourd'hui. Voilà. Donc, je voulais seulement abondir là-dessus que c'est exactement le sujet que vous mentionnez là, les dernières 5 minutes qui va être traité autour de la semaine alpine, même si ce n'est pas le cœur, mais c'est les jeunes adultes qui expliquent nous comment mieux faire ou faire autrement plutôt. Et l'idée, c'est l'échange physique en espérant qu'on peut le faire. C'est la semaine alpine, c'est un événement alpine à Nice qui a lieu tous les 4 ans. C'est le 9 au 11 décembre. Et le site web, j'ai mis dans le chat, c'est ibrick.org 2020. Mais je peux vous envoyer le site et l'appel à contribution pour toutes les associations et structures ou institutions qui souhaitent présenter leur projet, qui souhaitent organiser un workshop pour échanger tous les participants de la CALPA autour de jeunesse, métiers, territoires ruraux, changement climatique. Voilà. Mais je peux vous transmettre ça ou je passe à Laure qui vous transmet toutes les informations. Oui, et puis du coup, on pourra vous transmettre les autres rendez-vous. J'en profite du coup pour les mentionner avant qu'on fasse une petite conclusion de l'atelier parce que malheureusement l'heure tourne et qu'à un moment donné, il faut bien arrêter de discuter par visio. Mais voilà, pour vous dire que par exemple sur Agitaire, on va continuer le cycle les mardis d'Agitaire qu'on avait commencé avec des ateliers donc sur la question de l'accompagnement des parcours des jeunes adultes, où on avait pu justement évoquer la question de l'accompagnement des parcours professionnels, donc la notion d'emploi, la question donc des parcours aussi d'engagement citoyen des jeunes adultes. Et d'ailleurs, cet après-midi à 14h, de 14h à 16h, on a donc le dernier atelier sur la question des parcours donc artistiques et culturels, donc sur comment est-ce que les jeunes adultes sont dans des pratiques et comment est-ce qu'on accompagne ces pratiques, tant pratiques amateurs aussi donc eux-mêmes sont dans des pratiques que d'aller voir par exemple des spectacles ou se rendre dans les lieux. Donc, on vous invite aussi cet après-midi à continuer les échanges. Et puis en septembre ou en octobre, on n'a pas encore défini la date, on va justement avoir toute une journée, un séminaire de travail justement pour continuer cette question et pour travailler la question des outils et des leviers d'accompagnement pour pouvoir ensuite, la 3e année du projet Agitaire, travailler sur des expérimentations, enfin comment est-ce qu'on développe des outils, comment est-ce qu'on travaille ces accompagnements avec plusieurs acteurs et qu'est-ce qu'on préconise justement pour développer ces outils d'accompagnement et là où il faut qu'on travaille encore collectivement. On voulait aussi vous dire donc, que là, l'atelier qui est dans le cadre du Forum social mondial des économies transformatrices aura une autre rencontre et là pour le coup en présentiel à Barcelone puisque c'était à la base l'objectif de cette fin juin, c'était de se retrouver tous donc, dans un forum international à Barcelone mais du coup qui n'a pas pu avoir lieu mais du coup se déroule en ligne. Donc on espère que ça aura bien lieu en octobre à Barcelone. Et puis aussi dans la continuité de notre sujet, le 27 et 28 octobre, il y aura les rencontres nationales artistiques et culturelles en milieu rural, donc qui est organisée tous les ans avec d'autres réseaux de l'UFISC, justement pour continuer à parler des pratiques artistiques et culturelles, des notions en milieu rural et où nous, on sera aussi présents avec notre dimension jeunesse et jeunes adultes.
Et puis donc, comme l'a dit Yulika, le 9 et 11 décembre, donc la semaine alpine pour continuer aussi dans le cadre du projet d'Agiter. Je veux juste prendre 2-3 minutes juste pour conclure et pour déjà vous remercier Stéphane, Yulika, voilà, d'avoir pu être présent, et puis Gérard Petre également de nous avoir rejoints, et puis pour tous les échanges avec Gaël, etc., Georges qui a pris aussi voilà, la parole avec le chat. C'est le but de ces ateliers, que ce soit participatif. On souhaite continuer. On va essayer aussi d'en faire une vidéo pour pouvoir diffuser ce dont on parle. Et peut-être pour conclure, c'est de reprendre un petit peu là juste le fil. C'est donc on est parti voilà, de l'importance de monter des projets européens, des possibilités avec certes des difficultés, mais voilà, une réelle opportunité de projet, d'échange, et de montrer l'importance des territoires, tout type de territoire, et de la notion donc des jeunes et de la jeunesse, et de leur donner aussi la place de s'exprimer et de reconnaître les parcours de jeunes adultes qui nous est très cher. Et puis voilà, ce dont on a parlé, les notions aussi de droit culturel, de la notion de culture de territoire, d'identité, de lien, et puis aussi voilà, cette importance encore une fois d'échanger, de faire autrement. Et comme disait aussi Stéphane, peut-être parfois de l'importance de transmettre dès le départ, de faire du lien entre réseaux, entre structures, et pas forcément avoir une mission de toujours être dans une volonté d'être de plus en plus gros, mais aussi de s'adapter aux besoins et d'être sur place pour continuer à travailler ces dimensions. Donc voilà, merci à tous et à tous. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais on pourra aussi continuer à échanger par mail. Et si vous voulez venir cet après-midi à l'atelier de 14h à 16h, n'hésitez pas, pour qu'on continue à travailler l'accompagnement des parcours des jeunes adultes en milieu rural. Et sinon, je vous souhaite une bonne fin de matinée à tous et à tous, et puis à bientôt sur des nouveaux projets, et puis sur d'autres mobilisations européennes qui sont donc en cours au niveau de l'UFISC, avec donc prochainement une tribune qu'on pourra aussi vous faire part, donc avec RED, avec Gérard Petre, qu'on va travailler cette semaine justement pour se mobiliser aussi au niveau du plan de relance européen et des politiques européennes en plus. Voilà. Merci. Bonne journée. Beaucoup, Laure. Merci. Au revoir. Merci Au revoir. à tous. Merci, salut. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.